Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Festival des Utopiales pour cette table ronde intitulée Du soleil vert à la cannibale holocauste. Donc on va parler bien sûr du cannibalisme, ce qui est idéal juste avant d'aller déjeuner bien sûr. Moi je m'appelle Benoît Tonson, je suis chef de rubrique sciences pour le média en ligne The Conversation France qui propose des articles écrits par des scientifiques à destination du grand public. Et pour répondre à mes questions et surtout aux vôtres en fin de table ronde, j'ai à mes côtés Charlotte Sinding. Bonjour. Vous êtes chercheuse en neurosciences à l'INRAE et plus précisément au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. À vos côtés, Morgane Cossarieux. Bonjour. Vous êtes romancière et essayiste, spécialiste du fantastique, des vampires et des loups-garous. Et Christophe Carpentier, bonjour, vous êtes écrivain de science-fiction. Et enfin, Olivier Gechter, vous êtes auteur, ingénieur et gastronome averti. Olivier, je reste avec vous pour démarrer et évoquer ce film Soleil vert. Hein, je rappelle le pitch pour les personnes qui ne l'auraient pas vu ou ne l'auraient pas vu depuis longtemps. Donc on est à New York en 2022, dans une ville totalement surpeuplée, une canicule constante, donc aucun rapport avec notre situation actuelle. Et pour survivre, la population a recours à des solutions, disons, assez peu éthiques. Et vous me disiez en préparant cette table ronde que vous aviez été assez marqué par ce film. Vous l'avez vu assez jeune, je crois. Oui, en fait, il y en a peut-être dans la salle qui ont entendu parler des dossiers de l'écran, donc ça remonte un petit peu. Et je devais avoir 8 ans, ou 9, un truc comme ça. Et c'est un peu tôt pour regarder Soleil vert, et surtout pour suivre le débat qui suivait sur le sujet, où, en gros, le résumé, c'était ce que vous venez de voir, ça nous pend au nez. Et franchement, je me suis pas remis du film encore. Ça a vraiment orienté toute ma pensée sur l'écologie et la nourriture depuis que j'ai 8 ans, quoi. Et le pire, je pense, c'est vraiment la scène finale avec la main qui sort de la foule en disant Soleil vert, c'est des gens. Et ce truc, ça... Je m'en suis vraiment pas remis, en fait. Et j'en fais des petits cauchemars et des fois, je les mets sur papier. Donc... Et bien justement, vous êtes spécialiste de l'imaginaire culinaire. J'aimerais savoir ce que c'est et est-ce que vous avez travaillé plus précisément sur la thématique du cannibalisme ? En fait, quand on écrit de la science-fiction parlant de cuisine, on y vient relativement vite. Je dis science-fiction au sens très large, hein, SFFF, fantastique, fantasy, tout ce que vous voulez. On finit par tomber dans le cannibalisme relativement vite. C'est quand même un thème qui revient. Par exemple, je vais pas discuter le mot spécialiste de l'imaginaire culinaire en disant que j'aime bien ça, mais j'ai été anthologiste récemment là sur une anthologie de cuisine et science-fiction qui s'appelle Marmite et micro-ondes, qui est tiré d'un fanzine éponyme dans les années 2000. Et fatalement, quand on demande à des auteurs en appel à texte de faire quelque chose sur le sujet de la nourriture du futur, on était sûr qu'on allait recevoir du cannibalisme. Hein. Et sur 200 textes qu'on a reçus, je dois bien avoir 10% qui parlaient de ça. Heureusement, ça prouve quand même qu'il y avait d'autres thèmes. Hein. Mais si j'enlève les vampires, hein, parce que ça, est-ce que c'est du cannibalisme ? Tu pourras en parler. On y reviendra juste après. T'en parleras mieux que moi. Les vampires, c'est pas mal aussi, comme une bonne frange. Mais donc, du coup, il y avait beaucoup de problématiques, justement, à un moment, si on va trop loin dans nos problèmes écologiques, est-ce qu'on sera pas amené, comme les survivants sur un radeau, à se manger les uns les autres. Bon, donc du coup, on voit quand même que ça travaille un petit peu l'imaginaire de pas mal d'auteurs. Hein. Ça, faut quand même reconnaître. Peut-être une des nouvelles à conseiller dans cette anthologie. Alors, ça sera un peu sadique parce qu'elle est épuisée. Donc, je veux bien toutes vous les conseiller, mais alors il va falloir ramer pour les trouver. Peut-être que si vous contactez tous en cœur l'éditeur, Géphir, il fera une réédition, hein, on ne sait jamais. Ouais. Mais donc, oui, dans le tas, il y en avait... Alors, j'ai une mémoire des titres épouvantables, donc vous m'excuserez. Il y en avait une particulièrement où ça se passait en prison.
et où en gros il y avait de la nourriture à deux vitesses, c'est-à-dire les prisonniers étaient réduits à manger les prisonniers morts, quoi, en gros, qui étaient recyclés en bouillie indéfinissable, qui ressemblait à la même bouillie qu'avant et ils découvrent le poteau rose et là ils meutent. Et en gros, après on découvrait que c'était la même chose dans les EHPAD. Dès que c'était de la bouillie, on recyclait dans le milieu carcéral, quoi. Et j'avais trouvé ça assez pertinent comme histoire au niveau réflexion. C'était une viande moins tendre, peut-être. Oh, non, c'était ramené au niveau protéines, hein, donc l'espèce de bouillasse avec une cuillère plantée dedans. Bon appétit, mon ami, quoi. Comme ça, personne ne pouvait savoir ce que c'était et ça passait. Bon, et celle-là était pas mal, ouais. Donc je vous invite à écrire à Zéphyr pour Géphir, pardon. Christophe, là, vous preniez la parole justement sur. Vous avez travaillé sur cette notion de cannibalisme avec votre ouvrage Carnum, qui est une approche assez originale. Est-ce que vous pouvez déjà nous pitcher un petit peu le livre et puis nous expliquer cette démarche? En fait, j'avais déjà abordé le problème du cannibalisme dans un texte qui s'appelait Chaosmos, qui était publié chez POL, mais je l'avais traité d'une façon caricaturale, c'est-à-dire pathologique. Et en fait, je me suis dit que cette fois-ci, il fallait rendre la chose plausible, parce qu'en fait, c'est le thème de mon travail sur l'imaginaire à l'heure actuelle. Et donc, je mets en scène deux personnages, une chirurgienne et un entrepreneur de renom, qui vont mettre au point un marché du cannibalisme librement consenti, c'est-à-dire que ils démarchent auprès de gens qui ont des problèmes d'argent, donc ils vont devant la CAF, ça se passe à Mulhouse, et en fait ils proposent pour 5 000 euros d'acheter un morceau de muscle, c'est-à-dire un deltoïde, un morceau de fessier, etc. Et après, à eux personnes vivantes, hein, du coup. Ça. Ah oui, c'est ça. Et ça repose sur le consentement. Donc c'est une réflexion aussi sur le consentement. Que vaut le consentement quand on a des problèmes d'argent? Et donc ils mettent au point un véritable marché avec collecte consentie des morceaux de chair humaine et vente également consentie à des mangeurs plus bourgeois. Et en fait, on voit tout au fil du texte l'addiction que développe l'ingurgitation de viande humaine chez les consommateurs, puisqu'il y a ce que j'appelle la saveur intellectuelle de la viande humaine, qui vient de la violation justement du tabou ultime et qui provoque un choc neuronal extrême. Donc on voit toute les difficultés dans lesquelles les consommateurs se placent après. C'est un choc comme une drogue, en fait, c'est ça que vous... Voilà, mais bien pire que le crack, parce que, je sais pas, le crack, il y a une sorte de destruction de soi, et là, ça va au-delà, c'est vraiment une jubilation quasi mystique qui fait qu'ils peuvent plus s'arrêter d'en consommer, et les prix étant tels, parce que c'est plus cher que le caviar, donc ça les met dans des positions de surendettement. Donc il y a toute une réflexion sur la marchandisation de l'être humain, etc. Mais il y a beaucoup d'humour, il faut pas... non, franchement, oui. Et c'est dans un style assez original. J'ai lu les premières pages, c'est très, très, très dense, très... Oui, en fait, c'est un style dialogué, donc ça s'apparente au théâtre, mais ça n'en est pas tout à fait, parce qu'en fait, la scène n'intervient pas, le lieu scénique n'intervient pas dans le développement du chant romanesque. Donc, il y a vraiment une dilatation extrême du chant romanesque, mais c'est vrai, c'est dialogué parce que, je voulais arriver à quelque chose d'épuré que j'avais déjà testé dans L'Homme Canon. Et en fait, je trouve que par ce biais-là, on touche véritablement à la vérité du sujet. Il y a pas d'artifice comme je pouvais en mettre, comme chaque auteur en met, je pense, d'une certaine façon dans les romans, quoi. Est-ce qu'on pourra voir une adaptation sur scène? C'est l'objectif ou pas forcément? Oui, ça serait génial. Après, oui, il faudrait voir par quelle viande remplacer la chair humaine, mais je pense que ça pourrait donner lieu à un beau spectacle, à la fois terrifiant et drôle. Alors Morgane, on l'a évoqué très très vite. Vous avez écrit plusieurs livres, plusieurs ouvrages sur les vampires et les loups-garous. Justement, est-ce qu'on peut vraiment parler de cannibalisme, ou alors on considère que ce sont d'autres espèces qui se nourrissent finalement de notre espèce?
Alors pour la figure du loup-garou, je pense que c'est assez évident parce que le loup-garou est humain la plupart du temps. Il est loup, suivant la légende, que sur 3 nuits par mois, une nuit. Donc oui, on peut considérer que le loup-garou est un cannibale. Et pour le vampire, alors on est quand même dans une autre espèce, mais il va absorber la vie par le sang. Et sur le vampire, ça se discute un petit peu plus, mais il y a forcément la notion d'ingérer l'autre, de se nourrir de l'autre. Et je pense que de toute façon, le fantastique, il a été créé pour parler de sujets qui nous font peur. Donc évidemment, je pense qu'on a écrit sur la figure du loup-garou et du vampire à la base pour parler de cannibalisme. Et moi, le thème du cannibalisme, je pense qu'il se voit dans la plupart de mes romans, même si c'est pas forcément le thème principal ou... Et mes 2 premiers romans, en fait, ils sont inscrits dans le genre splatterpunk. Vous pouvez peut-être les citer. Oui, alors mes 2 premiers romans s'appellent Dans les veines et Je suis ton ombre. Donc les 2, c'est des histoires de vampires et ils s'inscrivent dans le genre splatterpunk. Et alors le splatterpunk, en fait, ça a été créé dans les années 80 par des écrivains comme Poppy Z-Bride, Clive Barker ou Jack Ketchum. Et en fait, c'était une autre façon, une variation sur le fantastique et sur l'horreur. C'était une façon de faire de l'horreur plus réaliste, plus violente et plus crue, avec des personnages plutôt asociaux, atypiques, parfois punk, parfois pas forcément. Et des anti-héros, et c'est souvent des romans où on va arriver dans la psyché d'un psychopathe ou d'un sociopathe. Et donc moi, c'est ce qui m'a intéressé vraiment de travailler dans mon premier roman, Dans les veines. Alors c'est une histoire de vampires, mais on pourrait les voir comme des psychopathes cannibales, même s'ils ont quand même quelques pouvoirs, il y a quand même quelques aspects surnaturels. Et alors c'est des vampires, mais ils n'ont pas forcément de petits crocs, ils ont toutes les dents pointues, et ils se nourrissent pas que de sang, ils se nourrissent de tous les corps, de tous les fluides du corps humain. Donc il y a vraiment une vraie notion d'ingérer complètement la chair. Enfin, rien que leur morsure est beaucoup plus impressionnante, parce qu'il n'y a pas juste les petits crocs, c'est vraiment des vraies morsures. Et il y a une sorte d'enquête policière aussi en même temps, et les flics qui les poursuivent cherchent des psychopathes cannibales et pas du tout des vampires. Et sinon, mon avant-dernier roman, Vertèbre, qui est une histoire de loup-garou, là on va un petit peu plus encore dans le cannibalisme parce qu'on suit un petit garçon qui se transforme lentement en monstre et petit à petit on comprend que c'est un loup-garou. Mais avant même de devenir un loup, il va commencer par manger des chats, des animaux, et puis il va manger des humains, et sa mère à un moment donné retrouve un bras humain dans son lit. Donc oui, je pense que le thème du cannibalisme est plutôt traité. Ouais. Très bien, je pense aussi. Et Charlotte, je le disais tout à l'heure, vous êtes la scientifique de la bande, chercheuse en neurosciences. Est-ce que vous pouvez nous définir, nous expliquer vos thématiques de recherche ? Oui, alors moi je suis effectivement, je fais des neurosciences sur l'alimentation et notamment la représentation des aliments, et je m'intéresse aux mécanismes neuronaux qui permettent d'avoir une représentation de l'aliment à partir de perceptions des odeurs et des arômes, donc des goûts et des arômes. Donc comment notre cerveau va intégrer ces perceptions pour avoir une représentation mentale d'un aliment. Et je m'intéresse notamment à la modulation de ces mécanismes chez différentes personnes, donc des personnes en situation d'obésité, et aussi je m'intéresse à l'impact des traditions culinaires sur ces représentations alimentaires. Donc je travaille notamment avec des collègues au Mexique pour voir comment les traditions culinaires peuvent influencer nos représentations des aliments. Donc je ne travaille pas sur le cannibalisme. Vous n'avez pas travaillé sur la chair humaine, vous me disiez ça au téléphone, non ? Pas encore. Voilà, mais par contre, ces questions-là de représentation des aliments et puis l'impact du contexte dans lequel on mange sur la représentation des aliments est au cœur aussi de mon travail. Peut-être un exemple du coup finalement par rapport au Mexique que vous évoquiez, quelles sont les grandes différences que vous avez observées ? Alors moi je travaille vraiment sur la représentation le lien entre odeur et goût, puisqu'on sait que ces deux perceptions sont naturellement mélangées chez toutes les personnes, et c'est le cas aussi au Mexique. Donc faut savoir que les goûts, c'est uniquement le sucré, salé, amer, acide et umami, qui est une 5e saveur que certains connaissent plus particulièrement au Japon, puisque c'est la saveur des protéines, donc c'est lié vraiment à la viande ici. Et tout le reste de nos perceptions sont amenées par les odeurs, donc c'est notre nez qui nous permet d'identifier ce qu'on mange finalement quand on s'alimente. Donc c'est effectivement la même chose au Mexique. Par contre, on constate que certains arômes vont permettre de donner lieu à des perceptions plus sucrées, plus salées, et ce ne sont pas les mêmes arômes qui vont avoir cet effet au Mexique et en France.
D'accord. Et avec vous, on va parler plutôt de la viande animale. Est-ce que on sait pourquoi l'être humain s'est finalement mis au cours de l'évolution à manger de la viande? Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en passer ou continuer à manger des végétaux, par exemple? Alors tout à fait, donc c'est pas directement ma thématique de recherche, mais en lien avec cette table ronde, je me suis un peu intéressée à ces questions. Et je me suis intéressée aux travaux d'une chercheuse qui s'appelle Catherine Milton, qui a travaillé sur ces aspects-là il y a une vingtaine d'années, et qui a eu une théorie assez intéressante, puisqu'elle a montré que finalement notre système digestif était plutôt proche du système digestif des herbivores et assez différent du système digestif des carnivores. Notamment, alors pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on n'est pas capable de synthétiser par exemple la vitamine C, qui est une caractéristique des herbivores. Un deuxième point, c'est qu'on a des intestins particulièrement longs et qui permettent notamment de digérer des fruits, des végétaux, etc., ce qui n'est pas le cas de carnivores qui ont des intestins plutôt courts. Donc il semble qu'à l'origine, on ait eu une alimentation plutôt herbivore-frugivore, telle que certains grands singes desquels on est proche. Et il y a dû avoir à un moment un facteur, donc ça c'est une des théories, le contexte dans lequel on vivait a dû influencer sur notre alimentation. Et comme on était dans des terres plutôt arides, avec peu de végétaux, on a dû adapter l'alimentation et aller vers l'alimentation plus carnée. Donc vraisemblablement, il y a une des théories qui montre que le contexte environnemental a joué sur notre alimentation et que on a aussi eu notre système digestif qui s'est adapté pour digérer des produits carnés. Oui, parce que justement, la viande, c'est plus facile à digérer que les végétaux. Alors, c'est plus facile à digérer, c'est plus rapide à digérer que des végétaux. Donc, on a l'exemple de la vache qui a 5 estomacs pour digérer les végétaux. Donc, on n'en est pas à ce niveau-là, mais on est quand même plus proche de ce type de digestion que la digestion d'un animal carnivore qui a des intestins plutôt courts et une digestion plus rapide. Je vous voyais réagir à ce que disait Charlotte. Peut-être que vous voulez... Oui, parce qu'en fait, vous parlez des arômes, etc., des sensations gustatives, mais voilà, en fait, moi, dans mon texte, je parle, donc, comme je l'ai dit précédemment, de la saveur intellectuelle, en fait, de la viande humaine. C'est-à-dire, donc, on n'est plus dans l'idée d'un goût qui se rapprocherait du veau, du mouton, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le shoot que les consommateurs, avec leur consentement, éprouvent, c'est vraiment le sentiment de violer tellement le tabou ultime civilisationnel qu'en fait ils en éprouvent un vrai plaisir gustatif en fait. Et voilà, alors évidemment j'ai brodé de façon imaginative, mais est-ce que ça vous semble éventuellement plausible au niveau, c'est-à-dire de remplacer simplement les réflexes de base par quelque chose de plus intellectuel Le goût de l'interdit, quoi. Le goût de l'interdit ultime. Parce que... Mais on voit que ce mot goût, il est employé dans plein de situations qui ne sont pas du tout des situations alimentaires. Donc, le réseau qui gère le plaisir, c'est le système de la récompense. Donc, effectivement, ce système, il est stimulé par les saveurs, donc le sucré et le salé et les saveurs grasses. Il peut l'être par l'interdit. Mais il peut l'être par d'autres stimulations, d'autres plaisirs. Donc, ça peut tout à fait être le cas. Oui. Et pour rebondir, le vampire, souvent, quand il ingère du sang, dans la plupart des histoires, il ressent un plaisir sexuel très intense. Donc oui, il y a ce goût de l'interdit aussi, par le sang et la viande aussi. Alors, je prépare un livre, pas sur le cannibalisme, attention, mais il y aura un chapitre dessus, qui devrait sortir chez Flammarion, je crois, pour l'année prochaine, et on a donc fait des recherches avec mon co-auteur sur le cannibalisme, et on a regardé les articles scientifiques sur le sujet. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y en a beaucoup. Et j'espère que je suis pas fiché S maintenant, parce que vu ce qu'on a cherché, c'était quand même un peu inquiétant. Par contre, on a vu des choses assez intéressantes, justement sur le Mexique. Visiblement, on en a retrouvé pas mal de sacrifiés, et visiblement, ils perdaient pas grand-chose. Et on a pu voir qu'il y avait plusieurs modes de cuisson prévus, justement, probablement pour améliorer le goût. Donc il y avait de la cuisson sur l'os, il y avait des choses comme ça. Et par contre, si on prend un autre peuple, des peuples d'Afrique qui en fait mangeaient les condamnés à mort, pour leur éviter de donner une sépulture, en fait leur dénier l'humanité, quoi.
Là, par contre, tout était bouilli pour qu'on ne reconnaisse rien. Et ils prenaient plutôt des plats traditionnels dans lesquels il y avait du condamné à mort et on avait oublié le corps, quoi. Mais si c'est un rituel, il n'y a pas d'interdit en fait. Donc il n'y a pas la saveur. Oui, et voilà. C'est ça. Donc, en fait, il faut vraiment tester le cannibalisme quand il est interdit. Ouais, oui, parce que vas-y, tu nous en reparleras après. Je crois qu'il est interdit. Je recherche France, des candidats, mais je vous ferai signer un document, évidemment. Avant. Par contre, il y a eu un scientifique, alors on peut se demander un peu le niveau du gars, dans les années 20-30, qui avait fait des pieds et des mains pour justement goûter de la chair humaine et dire quel goût ça avait. Parce que si on regarde tous les témoignages, ça a le goût de n'importe quoi, visiblement. Le poulet, le veau, la viande blanche, a priori, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y a une cuisson différente, du coup, par rapport à la viande animale et la viande humaine La crue, c'est meilleur, ouais. Oh. Non, mais déjà, et franchement, moi, j'aurais pas confiance, parce que qu'est-ce qu'il a bouffé, le bestiau, franchement. Mais voilà, justement, ça, c'est peut-être, Charlotte, vous pouvez au niveau de la sélection, là. Vous pouvez nous renseigner sur cette question. Est-ce que, admettons qu'on on puisse en manger, est-ce que ce serait bon pour notre santé de consommer notre propre chair avec... Déjà, est-ce qu'il y a des problèmes du fait de cannibalisme intra-espèces ? Et deuxièmement, avec peut-être tous les pesticides, toutes les toxiques auxquels on a affaire, est-ce qu'on serait très consommable finalement ? Alors, c'est des bonnes questions. Je n'ai pas d'article scientifique là-dessus directement. Il y a des pistes, alors notamment pour le cannibalisme intra-espèces, ça existe dans différentes espèces animales, notamment le cannibalisme des mères vis-à-vis des petits dans des situations où elles ne seront pas à même de nourrir l'ensemble de la portée, par exemple. Voilà, c'est souvent sur des individus plus jeunes. Je ne connais pas, à ma connaissance, il n'y en a pas sur des individus adultes ou vieux. Alors je ne sais pas s'il y a un lien avec l'âge aussi des individus. Et l'autre point par rapport aux polluants, donc sur en tout cas la viande animale, il y a eu des comparaisons qui ont été faites entre les différents types de viande, les différents types d'aliments aussi. Et ce qui a été noté pour un certain type de polluants, il y en a énormément, c'est que ces polluants étaient plus présents dans les poissons et dans les huiles végétales que dans la viande. Voilà. D'accord. Vous vouliez réagir ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde ici ne peut pas s'acheter de la viande charolaise bio. Donc déjà, je pense qu'on est déjà en train de bouffer de la viande qui contient des pesticides. Donc ça ne doit pas être le critère qui nous empêcherait de manger de la viande humaine. Vous voyez ? Parce que voilà, tout est plus ou moins pollué. Donc moi, c'est pas ça qui m'empêcherait, quoi, personnellement. Non, mais par rapport à l'âge, par contre, ça je me pose... Oui, mais là, en fait, dans mon bouquin, il sélectionne quand même des personnes plutôt jeunes, sportives, etc., qui ne fument pas, par exemple. Alors, par contre, on était tombé aussi sur une étude récente sur l'intérêt de l'être humain en tant qu'apport de protéines en survie. Bon, en gros, est-ce que ça vaut le coup de bouffer de l'humain quand il n'y a plus que ça à manger ? Et la réponse, c'était c'est pas terrible. Parce qu'en fait, la répartition de la masse graisseuse est mauvaise. Donc, en gros, on a de la viande trop sèche. Et en fait, il faut savoir une chose, si vous êtes affamé, et qu'il n'y a rien à manger de la viande, ça ne vous sauvera pas du tout. Ce qu'il faut, c'est trouver un apport de gras et de sucre. Là, ça peut vous faire tenir très longtemps. Si vous mangez que des protéines, vous allez mourir à exactement la même vitesse que si vous ne mangez pas. Voilà, donc pas la peine de manger votre voisin tout maigre qui vient de canner. Ou alors, si, la cervelle, ça c'est gras, la cervelle, ça va vous aider. Le reste, ça sert à rien. Vous pouvez les abats et la cervelle. Les abats, j'ai pas pensé. Ouais. Mais ça a été le cas de cette équipe de foot qui a été bloquée. De rugby. Rugby, j'insiste. En Argentine. Oui. Et d'ailleurs, là, c'était interdit. Et ils sont tous traumatisés, donc je ne sais pas si c'était si bien. C'était pas consenti, là. Et puis c'était la famille aussi. Ils mangeaient les copains et la famille. Ouais, c'est bien sûr. Morgane, oui, alors moi je pense que Jeffrey Dahmer avait l'air en très bonne santé, donc je trouve ça dommage qu'il soit mort, on aurait pu l'inviter. Ouais. Je pense qu'il aurait vraiment des choses à dire à cette table ronde. Ouais, alors les interviews de psychopathes qui mangent de l'être humain, c'est pas fiable. Non, on a vérifié. Ils mentent ces gens-là. J'ai vérifié aussi, c'est peut-être pour ça que je suis fiché S. Il n'y en a pas deux qui disent un truc cohérent, donc ils sont
Oui, Ils sont fous, ils sont fous, c'est bizarre. Hein. Et du coup, voilà, il y en a un qui disait, je sais plus qui c'était, qu'il avait jamais mangé une viande aussi bonne, l'autre que ça a juste un goût de poulet. Ouais. Bon, ok. Et Morgane, d'ailleurs, je me demandais sur quand vous avez réfléchi à écrire vos livres qui soient soit sur les vampires, soit sur les loups-garous, est-ce que c'est quelque chose où vous êtes posé la question finalement comment ils sélectionnaient leur proie Est-ce que du fait de nos nouvelles habitudes alimentaires, on était de la moins bonne qualité pour les vampires, par exemple Bon, j'ai réfléchi à ces questions-là, mais ça apparaît pas forcément dans mon roman. Je me suis vraiment mis à la place d'un prédateur pas complètement humain, avec des sens vraiment différents et qui perçoit l'être humain par rapport à ses sens, donc par rapport à l'odeur, par rapport au battement du cœur, entendre le sang dans les veines, enfin une sorte de désir sexuel, mais qui est pas complètement du désir sexuel, qui est autre chose. Enfin, essayer de voir l'être humain à travers des sens qui nous sont étrangers. Enfin, c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé. D'accord. Et peut-être pour ouvrir un petit peu le débat au-delà du cannibalisme, et pour revenir à l'intitulé de la table ronde qui est Soleil Vert, finalement je l'ai revu cette semaine là, pour préparer la table ronde, et c'est vrai que le monde qui est décrit avec ces canicules, l'agriculture qui devient impossible, c'est quand même peu ou prou ce que nous prédit le GIEC, n'est-ce pas ? Comment on peut réagir par rapport à ça ? Oui, c'est vrai que c'est assez parlant. Alors déjà, ça commence 2022, donc ça place déjà le contexte. La canicule, effectivement, ça a quelque chose qui résonne. Le manque de nourriture, alors là, c'est très généralisé, beaucoup plus que ce qui se passe actuellement. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des thématiques qui résonnent énormément. Et je pense que c'est aussi pour ça que de revoir ce film est particulièrement marquant à cette époque, quoi. Mais moi, je pense qu'en fait, le seul risque qu'on ait à avoir un cannibalisme généralisé, parce qu'en fait, on a des solutions de remplacement, les insectes ou autres, c'est vraiment que soit créé un marché économique autour du cannibalisme. C'est consenti, mais sinon, je vois pas comment l'humanité verserait brutalement et collectivement là-dedans, alors qu'il y a... il y a les véganes, tout ça qui nous prouve qu'on peut ne pas manger de la viande. Donc en fait, il faudrait vraiment un intérêt économique et une économie autour de ça pour que ça greffe. Mais parce que là, visible dans Soleil Vert, justement, là, c'est même, je pense qu'une alimentation végane ne suffit plus parce qu'il n'y a même plus d'agriculture, on n'a plus rien, quoi. Donc mais c'est une manipulation du pouvoir aussi, comme dans Snowpiercer. Je ne sais pas si vous voyez le film avec le train qui circule, qui reprend la thématique de Soleil Vert. Là, c'est les dirigeants qui abusent la population et qui la trahissent en lui faisant manger son propre corps. Mais vous voyez, donc là, c'est dans un contexte politique quasi dictatorial, mais on n'en est pas là. Et je pense qu'il y aura des biais au niveau alimentaire pour éviter de tomber dans le cannibalisme, sauf s'il y a un marché économique. C'est ça que je pense, quoi. Faut pas quand même oublier un petit truc, c'est une société en vase clos qui commence à se manger. Elle disparaît vite. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que déjà, elle ne se reproduit pas, parce qu'elle n'a pas les moyens de se faire survivre les petits. Sauf si on prend des petits bouts. Oui, mais enfin, quand vous prenez quelqu'un, vous essayez de survivre sur quelqu'un qui est tout maigre. Non, mais moi, je suis tout maigre, je suis nul. Non, t'as quand même un truc. Non, c'est ton deltoïde, il est pas mal. Hein. J'ai pas un poil de grâce, aucun intérêt. Ouais, mais on va trouver. Hein. On va trouver. Hein. Et puis le cerveau... donc bref, si vous restez sur un corps, vous faites vivre 2-3 personnes 2-3 jours de plus, ok, mais vous tirez ça sur un an, la population elle est divisée par 2, voire pire, donc en 2-3 ans il n'y a plus personne à manger en fait. Des petits morceaux. Voilà, un fessier. Mais... Non, mais même vous mangez les morts, vous survivez pas. De toute façon, ils sont trop maigres. J'y crois. J'y crois pas. C'est en vase clos. À un moment ou à un autre, il faut faire des apports extérieurs. Sinon, le système va aller en diminuant. C'est vraiment mathématique. Alors, vous pouvez le ralentir autant que vous voulez. À un moment ou à un autre, il n'y a plus rien. Le système, il n'y a plus rien. Il faut renouveler. Il faut obligatoirement un apport extérieur. Et cette thématique justement de l'écologie, c'est aussi un gros moteur, je pense, de la science-fiction actuelle. Finalement, comment on arrive à se projeter avec presque des projections scientifiques qui ressemblent finalement aux films apocalyptiques qu'on voyait il y a encore Soleil Vert ou d'autres plus récemment. Mais
On arrive encore pour vous tous les trois qui êtes auteurs et autrices de science-fiction, est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à plutôt vous bloquer ou vous allez arriver à aller encore un peu plus loin, imaginer d'autres futurs ou peut-être des futurs plus agréables Faut reconnaître qu'il y a quand même... on sent quand même que les gens ont besoin d'un peu d'autre chose que de dystopie et de catastrophe. Oui, la dystopie traite de ça, mais c'est vrai que de toute façon cette année, c'est l'année quand même de la révélation des problèmes climatiques. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment l'année 2022 qui a ouvert les yeux à tout le monde, mais je suis pas convaincu pour autant que les gens vont bouger, quoi. Je veux dire, moi j'ai plus l'impression, même dans ma famille, que le problème c'est comment réduire la facture d'électricité, la facture d'eau, que de considérer que l'eau comme produit miracle et rare en soi. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ça reste quand même un problème économique, financier dans les familles, un problème de pouvoir d'achat. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande révélation mystico-écologique là, alors qu'en fait, il fait super beau aujourd'hui et c'est désespérant qu'il fasse ce temps-là, quoi. Mais on arrive encore à s'en satisfaire, c'est ça qui est dingue. C'est la différence entre comprendre un phénomène et puis vraiment avoir la révélation, quoi. On va trouver des biais et le biais, c'est le pouvoir d'achat, diminuer la facture. Moi, je suis content, je mets pas le chauffage là. Mais est-ce que je devrais en être content ? Non. J'ai cassé l'ambiance là. Désolé. Non, mais justement, c'est qu'on en parlait tout à l'heure avec vous disiez que vous aviez eu un traumatisme avec Soleil Vert. Est-ce que ça nourrit l'imaginaire ou ça va avoir tendance à le bloquer ? C'est ce futur assez trouble. On va déjà essayer de se changer les idées en inventant d'autres futurs qui arriveront probablement jamais, hein, ou d'inventer des passés qui font que notre présent n'arrivera pas, des choses comme ça. Donc si, c'est riche aussi. Après, j'ai tendance à éviter le sujet quand je peux, ou alors quand je rentre sur le sujet, je vais le faire à la déconnade. Et je me protège, quoi. Parce que si je me mets vraiment en mode je vais réaliser où est-ce qu'on va, je vais me taper une dépression et j'ai pas envie. Voilà. Donc c'est l'éco-anxiété, quoi. Je fais de l'éco-anxiété depuis 42 ans. T'es un précurseur. Hein. Ouais. Et vous, Morgane, quel est votre regard là-dessus ? Alors, moi, j'écris du fantastique, pas de la science-fiction, mais si j'écrivais de la science-fiction, j'imagine, que ce serait un avenir plutôt noir et plutôt bouché. Et est-ce que ces thématiques de vampires, de loups-garous, ça pourrait être lié justement à des futurs comme ça, où on n'aurait plus forcément d'alimentation et il y aurait des solutions alors c'est pas un roman qui est encore publié, c'est un roman qui est en lecture, mais ce serait une histoire de vampires où les vampires seraient reconnus par la société, existeraient dans la société, et en fait l'élite serait devenue vampire, et dans une sorte de futur proche où il y a de la surpopulation, on rétablirait la peine de mort pour réduire au maximum la population, dans une préoccupation écologique. Et on rejoint ce qu'on disait là, où forcément ça c'est pas soutenable, et au bout d'un moment il reste plus personne, et c'est forcément le début de la fin, quoi. Mais c'est vrai que ce qui serait drôle, en fait, comme tu abordes cette thématique, ça serait qu'on arrive à un seuil où même les vampires ne voudraient pas nous bouffer, quoi. Ça serait assez drôle, quoi. Tu vois, genre le sang est mauvais, tu vois, on est tellement pollués et alors quid, qu'est-ce qu'ils feraient, quoi? T'as une idée, non? Non, il faut y réfléchir. Hein. Voilà. Un petit brainstorming après. Okay. Et dans Carnum, par contre, on n'est pas sur des aspects d'écologie. Là, on est vraiment sur une logique très, très financière. Oui, très mercantile, très capitaliste. Il y a pas, voilà, c'est juste comme on est en plein problème de pouvoir d'achat. C'est en fait l'idée, c'est que voilà, la morale s'effondre en fait quand il y a un besoin pécuniaire et le fait même de proposer, parce que je le dis à un moment donné, une fois qu'une idée même absolument délirante est validée par le langage, elle trouve sa place en fait et elle circule dans la société. Et en fait, au début, quand ils vont proposer à la première personne 5 000 € pour un deltoïde, ils se prennent une baffe, mais en fait ils continuent, et l'idée fait son chemin, et finalement ils trouvent un vendeur, 2 vendeurs, 3 vendeurs, etc. Parce qu'en fait le langage valide cet extrême-là, en fait. Et c'est d'une certaine façon, le langage est complice des horreurs
accompli dans l'humanité depuis toujours, et c'est aussi un des biais du texte. Ouais, ça c'est ce qui vous a pensé être le plus plausible, parce qu'on en discutait en préparant cette table ronde. C'est finalement la seule chose qu'on n'ait jamais mis qu'on n'ait jamais marchandé. Enfin, on a vendu des humains avec l'esclavage, mais peut-être jamais pour les consommer. C'est vraiment le truc. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que le cannibalisme, il est souvent traité de façon un peu caricaturale à travers des psychopathes, etc. Et en fait, moi, j'en avais marre de ça, parce que je l'avais déjà traité dans un bouquin. Et je me suis dit non. Pourquoi ne pas en faire quelque chose de réaliste, en fait, qui pourrait occuper un terrain qui lui est dû à partir du moment où il est validé par le langage. Et en fait, et dans le bouquin, ça marche, quoi. Je veux dire, le marché se développe vraiment à une puissance incroyable, et les gens y trouvent leur intérêt, quoi. Et c'est ça qui pose la vraie question, quoi. Que vaut le consentement et la morale est quelque chose de très très fragile, quoi. Et en fait, ce texte, c'est vraiment comme une fable qui court après sa morale, comme nous, en fait. Je pense que du matin au soir, on court après notre propre morale, et des fois, elle court trop vite et on la rattrape pas, quoi. Et est-ce qu'il y avait l'idée derrière le lien avec les dons d'organes ou la vente d'organes ou des choses comme ça, ou c'était complètement En fait, oui, j'y avais pensé, puisque ça aussi, c'est une réalité, et en fait, c'est une réalité absolument horrible. Donc, c'est déjà une marchandisation du corps. Mais là, le problème du don d'organes, c'est que c'est souvent encore c'est du trafic, c'est abuser des gens. Vous voyez, il y a tromperie comme un peu dans Soleil Vert, alors que là, dans Carnum, il n'y a absolument aucune tromperie, quoi. Ils font signer des documents juridiques sur le consentement, etc. Même la signature est filmée. Enfin, donc devant la loi, c'est carré. Et puis, il faut savoir que la loi française ne considère pas le cannibalisme en tant que tel, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'article qui condamne le cannibalisme. C'est seulement une circonstance aggravante en cas de crime. Mais il n'y a pas. En fait, la nation est tellement confiante en elle-même qu'elle n'isole pas le cannibalisme comme un crime à part entière. C'est intégré dans une barbarie après commission d'un crime. Mais il y a eu un cas en Allemagne, je crois, hein, où s'était vraiment posé la question. Je crois il y avait vraiment eu consentement écrit. Une personne avait mangé une autre personne. Exact. Et s'était donné rendez-vous, il y avait sur un site. Il l'avait tué, non, là, je crois. Oui. Et pas juste après, ça avait dévié, mais il y avait un vrai repas. Et du coup, il a été condamné ou pas? J'ai pas su. Non, il y a eu un problème au niveau de la procédure, justement, parce que c'était consenti, documents signés, etc., quoi. Et donc, il n'a pas été condamné. Non. Ils ont bu quoi pendant le repas? De la chartreuse, comme Morgane. Par contre, il faut savoir sur le... Alors, je ne sais pas si c'est encore dans le code maritime actuel, mais en tout cas jusqu'au 19e siècle, après il faudra vérifier, le cannibalisme en cas de naufrage, etc., était complètement proscrit, pas proscrit, toléré, on va dire, du moment qu'il y avait un vrai tirage au sort. C'est-à-dire que si on désignait le mousse, dans la chanson, si on désigne le mousse, t'es le plus petit, c'est toi qu'on mange, là c'était un meurtre. S'il y avait vraiment un tirage au sort, il n'y avait pas de meurtre et tout le monde était couvert. Et c'était clairement écrit. Ça, c'est en France, ou c'était des exemples? Je sais que c'était l'usage marin français, je n'ai pas vérifié au-delà, faudrait creuser, quoi. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces notions de plaisir. Justement, on parlait du shot extrême dû à shoot à l'interdiction. Shot, c'était hier soir. Ouais. Trop de shots. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on consomme de la viande? Est-ce que notre cerveau est un peu programmé pour nous faire aimer ça, ou c'est vraiment quelque chose qu'on construit au fur et à mesure de notre vie? Alors, il y a des études chez le bébé où on donne différentes saveurs. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait 5 saveurs primaires, en tout cas, donc sucré, salé, amer, acide et umami. Et umami, c'est celui qui se rapproche le plus du goût de la viande. Donc, c'est certaines molécules qui vont activer. On a des récepteurs spécifiques pour détecter des molécules qui sont produites dans notamment de la viande quand elle est cuite, etc. Mais qu'on retrouve aussi dans des végétaux. On retrouve dans le lait humain, par exemple, chez la mère. Et cette saveur-là, quand elle est bue, par exemple, par des bébés, elle est appréciée.
Donc les bébés apprécient naturellement le sucré et l'umami et rejettent l'amertume. Donc il semble qu'il y ait un code génétique qui soit lié à ces saveurs. Et vraisemblablement, il y a du plaisir qui est lié à la consommation de cette saveur umami. Donc, et suite à ça, après, on a aussi une plasticité cérébrale, on peut se reconnecter au fur et à mesure des années. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va durer forcément, ou si ça peut complètement me dégoûter de manger de la viande à un moment Alors après, ce qui est extrêmement fort, c'est les effets de contexte. Donc j'en ai parlé aussi un petit peu tout à l'heure, mais il y a eu plusieurs études qui ont montré que si on consommait de la viande avec différents labels, avec par exemple des images d'animaux qui sont contents dans la prairie, etc., l'aliment sera plus apprécié, il sera mieux noté, mais il sera aussi plus apprécié, c'est-à-dire qu'au niveau de la saveur, du goût de l'aliment, on le trouvera meilleur si il est accompagné d'une image d'un animal heureux et paisible dans la campagne. S'il est accompagné d'une image d'un animal élevé en batterie, alors que c'est exactement la même viande, il sera beaucoup moins apprécié. Donc c'est effectivement très plastique et très sensible à toutes les informations qu'on reçoit. Donc voilà, effectivement, on peut devenir aussi, il y a de nombreux exemples, de personnes qui deviennent végétariennes ou véganes parce qu'ils ont été confrontés à des images choquantes d'animaux élevés dans des conditions horribles, et ça peut être rédhibitoire. Oui, et en fait, pour répondre à ce que tu dis, c'est qu'en fait, par exemple, les écologistes misent énormément sur le sentiment de culpabilité, en fait. Donc, à travers justement les images, soit de mauvais traitements. Là, dernièrement, il y a le problème des émissions par les bovins de méthane, etc. Donc, autour de moi, les gens qui réduisent leur consommation de viande rouge, c'est lié à un sentiment de culpabilité. Donc, ça interfère complètement dans la saveur qu'ils éprouvaient pour autant à manger une bonne tranche de bœuf charolais. En fait, il n'y arrive plus, en fait, vous voyez, parce qu'il y a cette saveur de la culpabilité qui intervient et qui fait barrage, en fait. Et on est aussi très bon pour avoir à la fois cette culpabilité et savoir qu'on ne devrait pas manger des animaux qui ont été élevés dans des conditions aussi horribles, et arriver à séparer ça du moment où on le mange, effectivement, et on arrive quand même à éprouver du plaisir. C'est ça qui est très délicat. Ça veut dire qu'il faut renoncer. Il y a un côté moral, en fait, maintenant, qu'il n'y avait pas avant. Il y a manger de la viande, maintenant, il y a un questionnement moral. Et c'est là où ils vont gagner, en fait. Mais sans doute, tant mieux. Mais... Moi, ça fait le contraire. Alors, j'ai été végane assez longtemps. J'ai essayé de le rester, mais moi, c'était vraiment l'interdit de la viande qui m'a fait rendre la viande encore meilleure. Enfin, à chaque fois, je dis, mon Dieu, c'est tellement bon. C'est vraiment pas bien, mais c'est tellement bon. Et donc, du coup, je suis plus végane. Je réduis quand même la viande rouge, mais l'interdit a encore plus renforcé mon goût de la viande. Tu fais l'effet inverse. Ouais, moi, ça fait l'effet inverse. C'était horrible. J'ai eu un exemple qui m'est arrivé personnellement. J'ai lu un livre qui s'appelle Le Prince des profondeurs, qui est une étude sur l'intelligence des poulpes. Après avoir posé le livre, je suis incapable de manger un poulpe. Je peux plus. Je comprends tout à fait. C'est juste pas possible. C'est comme si, justement, maintenant j'ai l'impression que ça serait du cannibalisme. C'est bon quand même. Bah oui, mais j'adore le poulpe, mais je peux pas manger une bestiole qui parle, en fait. Je sais. Ah, c'est comme disait Pratchett, on mange pas quelque chose qui parle. Moi, je me fais à chaque fois. Il faut que tu arrêtes de regarder des documentaires animaliers. Là, ouais, je l'ai lu. Non, mais voilà, cette créature est plus intelligente que nous, et ça, je peux pas la manger. Il y a un documentaire sur Netflix avec un gars qui a amoureux de sa petite pieuvre. Là, je sais pas trop ce qu'il fait avec. Mais... Sa femme l'a quitté, je crois. Oui, je crois. Et autre cas, mon amie est végétarienne, on va dire de naissance, puisque ses parents étaient végétariens. Pour elle, tout ce qui est viande, alors pas poisson ni œuf, mais tout ce qui est viande, est classé dans sa tête comme non comestible. Et il n'y a rien d'agressif ou pourquoi. C'est comme si je lui proposais un bout de plastique. C'est non, on ne va pas le manger. Du coup, dans ces cas-là, il y a incapacité à trouver une saveur, en fait. Parce qu'il y a une intellectualisation qui... Alors, on a la perception de la saveur, puisque ce sont des perceptions aussi qui sont plus souvent non conscientes. Quand on mange un repas, c'est-à-dire si je vous demande de me redonner la saveur et les arômes du dernier repas que vous avez pris, c'est extrêmement difficile. Par contre, les images visuelles... Sa compagne, elle n'aura jamais... Donc elle a les saveurs, mais par contre... Jamais oui, elle a jamais mangé... Elle a eu dans sa bouche accidentellement de la viande, etc. Mais elle a recraché comme moi je recrache un morceau d'emballage. Elle peut même pas. Elle n'a pas l'expérience aussi développée que pour une personne qui en mange régulièrement, effectivement. Elle fait barrage. Donc il n'y a pas les mêmes représentations en tout cas. Oui, c'est ça. Je vous propose qu'on s'arrête là de notre côté. Enfin, en tout cas, avec mes questions, il nous reste un quart d'heure. Donc, j'aimerais que vous posiez les questions
qui vous font envie à notre panel. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient envie de participer à notre table ronde ? Quid de l'auto-cannibalisme ? Et là, c'est parce que j'ai repensé à un fait divers aux États-Unis ces dernières années. Un homme qui avait eu un accident de moto et qui avait dû se faire amputer a entamé une bataille juridique pour avoir le droit de récupérer son membre parce qu'il voulait le manger pour savoir justement. Donc, quid de l'auto-cannibalisme parce que je pense que justement la notion de goût de l'interdit, là, elle est encore pire quelque part. En fait, moi je l'ai mis brièvement en scène dans Carnum où il y a Vladimir Poutine qui est initialisé au cannibalisme et en fait il ne peut pas résister à manger un petit morceau du bras qui a signé tous les décrets de récupération des territoires de l'Ukraine. Donc c'est le seul exemple que je connaisse. Et il y avait une nouvelle de Stephen King, alors je ne sais plus dans quel recueil on la trouve, où justement il y avait un trafiquant de drogue qui s'écrase sur une île, mais vraiment un îlot, genre un banc de sable, et il a donc rien d'autre à manger que lui-même, et il a de la cocaïne et un couteau, quoi. Donc il se shoot au cocaïne et il attend les secours et il se dit bon, je vais manger juste. J'ai besoin de garder mes mains parce qu'en fait il est chirurgien aussi, mais il trafique de la drogue. Et voilà, mais mes pieds j'en ai pas besoin. Alors il se mange un pied, puis les gens viennent pas, puis j'ai trop faim, et puis il commence à être drogué en plus à force de prendre de la coke. En fait, on peut pas manger n'importe quoi. Hein. Non, mais ouais, juste. T'as un problème d'articulation aussi. Oui, mais là il a un peu sauté les problèmes chirurgicaux, hein, c'est clair. Si mais à la fin. Franchement, je vous la conseille. C'est franchement un de ses meilleurs textes. Vous sortez de là. Ça s'appelle comment ? Je sais plus. Il va falloir tous les chercher. C'est quoi ? C'est une petite nouvelle dans un recueil ? Oui, c'est une nouvelle dans un recueil. Ça fait 10 pages et c'est assez génial. Est-ce qu'on a un spécialiste de Stephen King dans la salle qui saurait le titre de la nouvelle ? Ouais, ça me dépannerait. Ça n'a pas l'air. Bon, relisez les 3 vieux recueils qui étaient sortis. Celui-là, rien que pour ça, c'était top. Oui, j'ai une question en fait. Est-ce que c'est pas l'interdit en fait qui crée le tabou s'il y a tout un système pour pouvoir manger légalement de la viande? Est-ce que le tabou ne va pas disparaître de lui-même? En fait, le tabou, il est à l'intérieur même des tissus de la viande humaine en fait. Donc même le consentement, c'est ça le thème aussi, le consentement ne brise pas ce tabou. D'accord. Quelqu'un d'autre a envie de réagir ? On prend une autre question. Parce qu'en fait, c'est le dernier tabou, quoi, en fait. Si on réfléchit, si on dresse la liste, il y en a pas énormément. Je veux dire, le don d'organes est déjà là. L'inceste est là. Nécrophilie. Donc, la quoi ? Nécrophilie. Voilà, nécrophilie. Donc en fait, le fait que ce tabou-là n'ait pas encore été utilisé à grande échelle fait que même le consentement ne le réduit pas. En fait. Non, puis on l'a vu justement dans l'accident dans les Andes de l'équipe de foot. En gros, il y en a qui sont morts qui ont fini par mourir en disant allez-y, mangez-moi. Le fait de le dire, ça n'a pas libéré les autres. Du tout. Et d'ailleurs, ils ont mis en place un espèce de petit rituel religieux à chaque fois avant de faire le prélèvement, etc., pour se soulager un peu la conscience. Et il y en a qui sont morts de n'avoir pu ingérer, c'est-à-dire ils ingéraient et leur estomac, refusant ils sont morts de l'origine faim, de cette viande, la rejetait et ils sont morts de faim de n'avoir pu... Oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai écouté un reportage à ce sujet. C'est vrai qu'il ne faut pas imaginer qu'ils festoyaient avec des cuisses, etc. Je crois que c'était vraiment... Ils le faisaient de façon très discrète, un par un, à l'abri des regards et en prenant vraiment des toutes petites lamelles, dans un truc et puis en respectueux. Ils mangeaient beaucoup d'abats et crus. Mais du coup, même si la nécessité l'autorise, c'est vrai que le tabou est tellement ancré en nous que bien sûr, ça peut créer un rejet ou un shoot, comme dans mon bouquin. Non, puis en plus, comme on disait, c'était les amis, les petits copains et la famille. Hein, donc là, pas étonnant qu'en fait, il n'y en a aucun qui veut plus jamais reparler de ça dans les survivants. Oui, c'était pas la belle-mère, quoi. Je sais pas si on peut prendre plaisir à manger sa belle-mère parce que. Si. Ça dépend les belles-mères. On a une, j'aurais bien fait. Ouais. Notre question dans la salle, là, oui.
Mais du coup, vous avez parlé de tabou et d'interdit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de domination et de fait d'avoir une emprise mentale sur la personne qu'on mange? C'est peut-être le cas avec les vampires, je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais les vampires, d'avoir cette emprise mentale sur sa victime, est-ce que c'est pas une idée aussi que les cannibales pourraient avoir, que ce soit dans votre bouquin, enfin dans Carnum, ou dans la vraie vie? Peut-être sur les vampires, et puis après Oui, alors moi je peux rebondir sur un livre de Poppy Sedbrad qui s'appelle Le Korekski, et qui fait la relation amoureuse entre un tueur nécrophage et un tueur nécrophile, et qui sont les deux inspirés de Jeffrey Dahmer. Et enfin, ils explosent vraiment bien cette idée de dominer la personne en la mangeant, dominer son corps, et c'est une idée qu'on retrouve aussi, comme tu dis, dans le vampire. Enfin, pour moi, oui, c'est vraiment là. Et dans le vampire, il y a l'idée du sadomasochisme et de la domination, et je pense que le cannibalisme, si c'est fait avec quelque chose de sexuel, oui, c'est une sorte d'apogée du sadomasochisme. C'est vrai que vous avez tout à fait raison. Il y a un problème il y a une problématique de la domination, parce que dans Carnum, c'est vraiment les gens qui ont un problème de pouvoir d'achat, qui vendent leur viande, et en fait, ce sont les gens très aisés qui peuvent payer jusqu'à 11 000 euros le kilo, qui vont la consommer. Donc en fait, c'est vraiment une lutte des classes. C'est clairement défini, quoi. Du coup, alors heureusement, comme le shoot de la saveur intellectuelle de la viande est tel que les deux classes finissent par plonger globalement les riches dans le surendettement, etc. Donc il y a une sorte de justice, mais il y a effectivement dans toute forme une justice sociale. Dans toute forme de cannibalisme, il y a une forme de domination, je pense. Et alors par contre, dans le cannibalisme rituel, on est plutôt sur... alors il y a l'effacement du condamné, comme j'avais déjà dit là. On lui enlève son humanité, vu que ça devient un gibier. Mais il y a aussi, et on n'en avait pas parlé, la transmission. C'est-à-dire que manger l'adversaire qu'on a vaincu mais qui était fort, voilà, le meilleur adversaire, en gros, en plat de résistance à la victoire, c'est pour prendre ses capacités, et pour ça manger son cerveau pour avoir son intelligence. Et puis encore de nos jours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors ils sont un petit peu adoucis ces 60 dernières années, ils mangent quand même moins directement le cadavre, mais il y a encore des tribus où après la crémation de l'aïeul, on se transmet les capacités de l'aïeul en utilisant les cendres pour faire des gâteaux qu'on mange en famille après. Nous on fait ça avec la corne de rhinocéros par exemple. Bah, toi peut-être, mais moi j'ai pas besoin. Mais ça marche pas. Oui, je vois quelqu'un qui lève la main. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où il y avait eu la maladie de la vache folle, Creutzfeldt-Jakob. Il y avait eu des reportages sur des tribus cannibales africaines où on montrait des cannibales qui montraient les mêmes problèmes de tremblement que pouvaient avoir les personnes atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On était parti au départ sur le fait que cela venait du fait de donner à manger des vaches à des vaches, et en fait apparemment c'est le fait de donner à manger à une espèce, sa propre espèce, qui pourrait créer cette maladie. Donc est-ce que le cannibalisme ne serait pas simplement interdit parce qu'il provoque des maladies ? Alors là c'était la maladie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est le kuru ou le kourou, je sais pas comment on dit, et c'est une variante de Creutzfeldt-Jakob. Et elle se transmet justement par ingestion de prions pathogènes qui en fait empoisonnent l'organisme. C'est une protéine en fait qui provoque la chose. Et elle est présente dans la moelle, la cervelle et les choses comme ça. Donc quasiment pas dans les tissus musculaires. Par contre, c'est effectivement grâce à ça que les missionnaires ont pu encourager à arrêter ce type de pratique. Par contre, ça vient pas forcément du fait qu'on se mange entre espèces, parce que si vous mangez une espèce qui a une infection aux prions elle-même, les prions vont vous empoisonner de la même façon. C'est pour ça qu'on peut l'attraper en mangeant du bœuf, alors surtout des parties genre le T-bone, c'est une partie avec os, quoi. C'est pour ça que certaines personnes ont été empoisonnées. Par contre, il y a eu beaucoup plus de victimes dues à des extraits médicamenteux
dont une de mes cousines qui a attrapé Creutzfeldt-Jakob à cause d'une hormone de croissance. C'est pas drôle. Charlotte, justement, peut-être que ça, vous pouvez réagir sur ce côté purement santé à consommer. Non, je suis assez d'accord qu'effectivement, les transmissions, là, spécifiquement du prion, il se fait interespèce. Puis on le voit maintenant avec le Covid, etc. Donc il y a énormément de ces virus, bactéries, protéines qui peuvent être toxiques, qui peuvent être transmises entre des espèces. Et on voit que la proximité, là aussi, entre l'humain et les animaux crée des liens entre ces différentes espèces, aussi pour les autres, en tout cas les espèces invasives, quoi, les pathogènes plutôt. Voilà, donc ça c'est un point effectivement qui résonne beaucoup en ce moment. Mais si on prend une viande humaine saine, on ne craint rien. Et si on fait bouillir la viande, est-ce que ça tue pas les virus? Les virus, oui, mais pas les prions. Alors, par contre, sur le fait de bouillir, ça c'est un aspect intéressant, c'est que ça aussi au niveau des traditions culinaires, ce qu'on constate au niveau du transmission de certains pathogènes, notamment des vers qui sont contenus dans la viande et qu'il y a beaucoup dans la viande. En France, par exemple, où on cuit relativement peu la viande rouge, on est beaucoup plus contaminé par des vers, le ténia, etc., que en Angleterre, où ils font énormément bouillir la viande. Donc on voit que là aussi, il y a un lien avec le type de cuisson, les traditions culinaires et la transmission des pathogènes. De toute façon, les virus au-delà de 60-70 degrés, ils se dégradent. Les bactéries, elles peuvent tenir jusqu'à... très rarement au-dessus de 100 degrés, donc si vous faites de la viande bouillie, il n'y a pas trop de risque. Par contre, le prion, c'est 400 degrés, quelque chose comme ça, donc c'est mort. Donc et voilà, si vous n'êtes pas sûr de la provenance... Ouais. Si vous n'êtes pas sûr de la provenance, évitez les eaux. Alors par contre, j'ai reçu un message me disant que la nouvelle, merci Alan au premier rang, c'est le goût de vivre dans le recueil Brume. On peut l'applaudir. Alors au compteur, il nous reste 3 minutes, donc le temps de prendre, je pense, une dernière question, peut-être 2 si on est très concis. Le micro est par là. Donc, moi, j'avais quelque chose qui travaille un peu mon imaginaire, c'est le transhumanisme. Vous disiez tout à l'heure que quand on change d'espèce, quand c'est plus la même espèce, c'est plus vraiment du cannibalisme. Est-ce qu'avec peut-être une élite qui serait devenue transhumaniste, il n'y aurait pas ce tabou du cannibalisme qui serait mis à mal, finalement, qui serait plus un tabou, des représentations qui changeraient? Tout dépend de ce qu'on appelle transhumanisme. Si c'est être bourré de nanotechnologie, tu vois. Mais s'ils considèrent que c'est une espèce supérieure, là, je pense que c'était ça. Moi, je dis chiche, hein, ça me paraît bien comme oui, idée, mais prion, on a toujours le problème du prion. Hein. Oui, et en plus des virus informatiques. Oui, mais tout dépend des modifications qui auraient été faites. Alors, ça serait lesquelles comme modifications qui auraient été faites pour devenir une autre espèce? Tu vois, c'est pas... Non, en fait, c'est très psychologique. Si tu décides que parce que tu as une prothèse qui te permet de plier une poutre ou que tu as un cerveau modifié ou des trucs, tu décides que les autres qui l'ont pas, c'est des sous-hommes, tu leur dénies l'humanité, tu peux les boulotter, il n'y a plus de problème. Tu peux faire des lampes avec leur peau et puis des savons avec leur graisse. Et dans les deux sens, du coup? C'est valable dans les deux sens, alors? Ouais, alors je me méfierais, je ne mangerais pas quelqu'un d'ultra modifié, hein, vous savez. Jeff Bezos, non? Elon Musk, vous le mangeriez, vous? Alors, on a encore le temps d'une toute dernière question. Et s'il n'y en a plus, je vais... Ah si, il y a quelqu'un qui lève la main là. Et ce sera la dernière question, merci. Ouais, je voulais revenir en fait au sujet de Soleil Vert. Parce qu'un bouquin qui m'a marqué aussi, c'est La folle sémence de Anthony Burgess, qui parle en fait justement de industrialisation de cannibalisme. Ça veut dire les États qui inventent en fait une guerre pour envoyer les gens et ensuite ramassent les morceaux des gens. Ils fabriquent en fait la bouffe pour le reste. Est-ce que ce sujet en fait de cannibalisme, ça industrialisé, ça change pas en fait une manière de perception de cannibalisme? Ça veut dire si c'est dans une boîte en fait où on fournit quelque chose qui est non identifié, justifié par industrie, est-ce que ça change pas notre perception en fait aussi de la viande et de le goût et l'ensemble?
Mais tout dépend si c'est secret ou pas. C'est comme dans Soleil Vert, c'est-à-dire c'est un mensonge d'État. Et voilà, donc tout dépend en fait. Si on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte de conserve, après, est-ce que, sachant ce qu'il y a, est-ce que la forme changerait la répulsion? J'en suis pas certain, quoi. Ça reste caché, c'est pas. Voilà, si c'est caché, de toute façon, c'est pas du cannibalisme. Et d'une certaine façon, même le cannibalisme pathologique, pour moi, c'est pas vraiment un cannibalisme. Je suis plus d'accord avec le cannibalisme ritualisé, si tu veux, qui est vraiment fait devant les gens. On ne leur ment pas. Mais un cannibalisme pathologique, peut-être même le fou peut se mentir à lui-même, ne pas forcément savoir ce qu'il fait. Mais un vrai cannibalisme, pour moi, c'est un cannibalisme à visage ouvert. Écoutez, je vous propose qu'on finisse là-dessus la table ronde. Merci à tous les quatre. Je rappelle très vite Charlotte Sinding, chercheuse, Morgane Cossarieux, romancière, essayiste, Christophe Carpentier, écrivain de science-fiction, et Olivier Gechter, auteur également. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde et bon appétit.